Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 12 novembre 2023. Pendant la prochaine heure, on rencontre et on parle avec des gens qui font et qui lisent la littérature jeunesse, des générations différentes à propos de sujets vraiment très, très variés. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, je reçois Sarah Degonze, l'autrice de la série Anya et de l'album Les ballons d'eau, une histoire hypersensible. On entendra une chronique littéraire de Raconte-moi une histoire avec Marie Barguirgian et Mathilde Routy qui nous parlent de Pef et de la belle L'espoir du prince de Motordieu. Et comme d'habitude, on terminera l'émission avec les actualités littéraires et il y en a beaucoup. Mais d'abord, en première partie, Marie Barguirgian nous présente sa chronique, une réflexion à propos de la censure en littérature jeunesse, et je reçois deux jeunes auteurs et autrices, les lauréats Ours d'or du concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, Coralie Lévesque, 13 ans, et Jolan Massé, 14 ans, ainsi que Diane Lapointe, la présidente du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Encore une fois, tout plein de livres et de découvertes sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Mais aujourd'hui, on reçoit des gens, évidemment, qui lisent des livres jeunesse, bien sûr, mais aussi on reçoit des jeunes qui écrivent eux-mêmes des livres. Alors, je reçois avec un immense plaisir Diane Lapointe, qui est présidente du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, qui organise chaque année le concours littéraire de Saint-Ours, ainsi que les deux lauréats Ours d'or 2023 du concours, Coralie Lévesque dans la catégorie 9-12 ans et Jolan Massé dans la catégorie 13-17 ans. Bonjour à vous trois, bienvenue à Imagemo à voix haute. Bonjour. Bonjour Marie. Allô? Bonjour Coralie et Jolan. Bonjour. Oui, parce que Bonjour. on se dit bonjour à distance parce que d'abord, c'est un grand, grand plaisir de vous recevoir tous les trois, mais on se dit bonjour à distance parce que Jolan est en studio, Diane est au téléphone et Coralie est sur Zoom. Alors, grâce à la technologie, on est tous les quatre réunis. On est vraiment contents. Diane, on va débuter avec vous si vous voulez. Le Salon du livre de Saint-Ours, ça a eu lieu le 30 septembre dernier. Si j'en juge par ce qui est publié depuis sur les réseaux sociaux, ça a été un vif succès. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui participe à ce Salon du livre bien spécial, Diane? En fait, le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours, les auteurs et autrices qu'on y retrouve, ce sont les participants au concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Cette année, il y en avait 79 et ils étaient tous présents. Non, désolé, il en manquait un qui était malade, mais il y avait 78 jeunes qui étaient là et avec leur famille, évidemment, avec les visiteurs du Salon du livre, avec Jonathan Bécotte, notre porte-parole, avec le président d'honneur Élémo, le slameur, avec la marraine de la 15e édition qui était Anne-Catherine Chouinard, avec les médias régionaux, TV et radio. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais les jeunes qui participent au salon, les auteurs et autrices, ce sont des participants au concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Donc, dans ce salon de cette année, donc ce salon, c'était l'aboutissement de plusieurs mois de travail d'écriture pour les jeunes participants qui étaient inscrits au concours pendant l'année 2022-2023, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment plusieurs mois d'écriture, dépendamment de leur façon d'écrire, évidemment. Il y en a qui écrivent plus pendant leur congé, pendant le congé des fêtes ou pendant l'été. Il y en a qui sont plus disciplinés, qui écrivent plus souvent. Ça varie, évidemment, selon chacun. Mais le gros travail d'écriture, pas d'écriture, mais le gros travail, en fait, c'est vraiment au niveau de la révision linguistique. Ça, les jeunes doivent travailler très fort parce que les réviseurs linguistiques sont très exigeants
Il faut vraiment, c'est pas uniquement les fautes d'orthographe ou de syntaxe qui doivent corriger, c'est vraiment aussi les problèmes d'organisation du texte, de la cohérence, la chronologie, la répétition des termes et tout. C'est vraiment un gros travail qui dure en fait à peu près 4 mois. Là. C'est un vrai travail d'édition ils ont la chance de pouvoir bénéficier, profiter de ça. On a la chance aujourd'hui de parler avec 2 des lauréats du concours de cette année. Je me tourne d'abord vers Coralie, qui est à distance. Coralie Lévesque, tu es la lauréate dans la catégorie 9-12 ans. Tu as 12 ans, 13 ans maintenant? 13 ans maintenant. 13 ans maintenant. Tu habites à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, dans la région du Lac-Saint-Jean, et tu as soumis au concours ton autobiographie, Turbulence, basée sur ton expérience d'un cancer, une leucémie, quand tu avais entre 5 et 7 ans. Coralie, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire et à participer à ce concours? Oh, je dirais juste que j'aime écrire, honnêtement. J'aime écrire, j'aime partager mes histoires avec le monde et je sais pas, c'est juste... Juste le besoin J'ai toujours aimé écrire. Ça et d'écrire. Et je vais me tourner vers Jolan maintenant. Jolan Massé, tu habites la région du Mont-Saint-Hilaire. Tu as 14 ans et toi, c'est un recueil de poèmes que tu as proposé au concours. Ça s'appelle Les 4 survivants. Toi, Jolan, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce concours? En fait, c'est avant de participer au concours littéraire Jeunesse Saint-Ours, j'ai participé à 2 concours littéraires dans ma ville, à ma bibliothèque. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'écrire. Et après, quand j'ai découvert le concours littéraire Jeunesse Saint-Ours, ce qui était vraiment cool avec ce concours, c'est que on pouvait avoir une création. Notre création était en version éditée, donc en version papier. Ouais. Et en plus, on pouvait exposer notre création au concours. Donc, c'est vraiment 2 belles expériences que je voulais pas rater. Ah oui. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est ma 2e fois au concours. J'ai participé l'année dernière avec une BD. Et là, je suis revenu cette 2e année. Et ce que j'aime beaucoup avec le concours, c'est le fait qu'ils ont le soutien. Pendant 4 mois, on a un soutien total ou qui nous aide pour améliorer notre... D'un bout à l'autre. Là. Oui, exact. Et aussi, le fait de pouvoir parler avec les visiteurs qui viennent regarder nos livres, c'est vraiment, vraiment spécial. Oui, parce que les participants sont là au concours et tous les visiteurs peuvent venir jaser avec vous. Oui, c'est vraiment... Comme des auteurs dans un salon du livre. C'est exact, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Ah, ça, c'est formidable. On peut aussi parler même avec les autres visiteurs puis les autres exposants, désolé. Ouais. Et on crée des liens, on parle, on lit nos livres, on revient des fois... J'ai même recroisé des gens de l'année dernière. Là. C'est le principe d'un salon, en fait. Oui, Coralie, je vais revenir vers toi. J'aimerais que tu nous parles de ton récit. Je l'ai lu. Moi, j'ai été très émue, très touchée. C'est une expérience très personnelle que tu racontes dans cette autobiographie. C'est la tienne. Pourquoi tu voulais raconter ton histoire, Coralie? Pourquoi l'écrire? Je voulais l'écrire pour que d'autres personnes qui sont dans une situation similaire à celle que j'ai vécue, moi et ma famille, puissent juste lire un livre puis que peut-être, j'espère bien, que cette histoire puisse leur apporter du réconfort dans l'épreuve. Oui, parce que c'est effectivement une épreuve. Tu as choisi de raconter cette histoire-là en parlant de toi à la 3e personne. Donc, tu utilises le pronom « elle », Coralie. Pourquoi tu n'as pas utilisé le « je ». Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là? Je pense que je voulais être capable de montrer les points de vue de pas seulement moi, mais aussi celui du reste de ma famille, parce que oui, moi j'ai vécu beaucoup, mais ma famille a vécu tout autant de moments genre qui sont marquants à travers cette histoire que moi. Donc je voulais montrer plus que seulement mon point de vue, surtout que moi je me rappelais beaucoup moins de cette histoire que la plupart des personnes de ma famille, vu que j'avais juste 5 ans. C'était toute petite, c'est ça. Montrer les points de vue de d'autres personnes, c'est pour ça que je voulais l'écrire de cette façon. Est-ce que tu voudrais nous en lire un extrait, Coralie? Oui. Merci, on t'écoute. Coralie entend le son des machines qui font bip bip autour d'elle. Elle voit l'hôpital. Elle ressent les piqûres qu'on lui fait. Coralie entend, voit et ressent tout. Ça ne l'aide pas à comprendre. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose que Coralie comprenne en ce moment. Tout ce que c'est dit autour d'elle est comme un milliard d'informations lancées trop rapidement pour que son cerveau puisse même commencer et tenter de comprendre. Coralie a tant de questions. Trop de questions.
Trop de questions, pas assez de réponses. Trop de questions, pas assez de mots pour toutes les poser. Pas assez d'énergie pour tenter de comprendre. Trop de questions, pas assez de personnes pour lui donner des réponses. Trop de questions. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps? Pourquoi doivent-ils me faire autant de piqûres? Quand est-ce que ça va être terminé? Pourquoi fallait-il même que ça commence? Oh, Ça, c'est mon Dieu. l'introduction, le prologue de Ouais, mon histoire. c'est le tout début. Merci, Coralie. Ton texte est rempli de détails, de précisions sur les démarches que toi et ta famille avez vécues, mais surtout, c'est rempli d'espoir. C'est vraiment très, très touchant. Dis-moi, Coralie, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture maintenant? Pas de projet d'écriture similaire, j'ai plus des histoires que j'écris pour moi-même, des histoires que j'écris parce que j'aime écrire et que j'ai juste besoin d'exprimer ma créativité sans nécessairement que ce soit des histoires auxquelles je réfléchisse beaucoup et que je veux, genre. Oui, c'est pour t'exprimer, donc, C'est ça, c'est juste, parce que ça te fait du bien de les écrire. C'est bon. yeah. Merci. Alors, on va revenir à Jolan. Parlons de ce recueil de poèmes, Les 4 survivants, qui a fait de toi le lauréat Ours d'or dans la catégorie 13-17 ans. On comprend à la lecture rapidement qu'il s'agit des 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et tu t'exprimes assez habilement avec des rimes riches, croisées, embrassées. Pourquoi tu as choisi la poésie cette fois-ci, Jolan, dans ce plaidoyer? Un plaidoyer qui est sur la nature et pour la nature. En fait, c'est à cause que, il y a 2 ans, lorsque j'ai participé au concours de ma bibliothèque, j'ai écrit pour la première fois de la poésie. Et j'ai vraiment trouvé ça, que c'était libre. Je pouvais mettre des mots-clés, même modifier des mots, certains mots dans mon recueil de poésie modifié. Et ça m'a vraiment j'ai trouvé vraiment ça bien. Et je me suis dit que je voulais réessayer. J'ai réessayé encore l'année dernière au même concours avec un slam. Ouais. Et après, pendant le slam que j'ai effectué, c'était très restreint, comme j'avais pas beaucoup de possibilités mais j'avais pas beaucoup de temps. C'était un petit slam. Ouais, parce qu'un slam, il y a des règles à respecter. Hein. Et j'avais plein d'idées. Et toutes les idées que j'ai pas pu mettre dans mon slam, je les ai toutes utilisées. Et je les ai mis dans le recueil de poésie que je savais que j'allais mettre que j'allais proposer à Saint-Ours. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'écriture, toi, dans ta vie, Jolan? En fait, c'est vraiment une histoire familiale. Mon frère, quand il nous a tous écrit des livres quand on était plus jeunes. Ah oui. Et j'ai fait de même avec mes frères et sœurs. Et pour moi, c'est vraiment une passion de partager des créations, mes idées à ma famille, là. C'est un moyen de... Un moyen de t'exprimer, un moyen de partager quelque chose. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu voudrais nous en lire un extrait de ce recueil? Bien sûr. On t'écoute. Glacier fondant, parti du continent se détachant. Ours polaire sur une mince banquise, regarde l'eau monter à sa guise. Barrière de corail blanchissant. Algues, expulsion de leurs nutriments. Parc marin meurtri, passant d'arc-en-ciel à dégradé de gris. Équilibre rompu entre eau douce et salée, eau douce souillée, eau salée dominante. La guerre de la ressource sera déchirante. Plaque tectonique, éruption volcanique, réveillant des vagues de tsunami, vulnérables nous laissant tous sans abri. Crainte d'une nouvelle Atlantide à tribord, montée des eaux à bâbord, les digues ne pourront les retenir, les vagues scélérates à venir. Une vague venant des générations futures rappelle les conséquences de nos choix, qui devancent notre repos dans une sépulture, laissant le futur pantois. Wow. Merci, Jolan. Moi, j'ai pris grand plaisir à te lire. J'ai apprécié le ton, la richesse, autant des rimes que du vocabulaire, la puissance d'évocation. Là, ce que tu viens de nous lire, c'était l'eau, le thème. Ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est la structure, la construction du texte. Il y a des éléments qui reviennent. Et c'est vraiment un grand plaisir. Est-ce que toi, t'as des prochains projets d'écriture? En fait, pour le prochain concours de Saint-Ours, j'ai déjà commencé un petit peu un roman policier, psychologique avec une pointe d'humour. Parce que, en fait, j'avais déjà eu l'idée l'année dernière, mais finalement, j'avais vraiment plus envie de faire de la poésie, donc je me suis dit que j'allais garder l'idée, la peaufiner pour l'année prochaine. Donc, plein d'idées pour encore. Toujours des idées. Ça, c'est intéressant. J'aimerais savoir qui vous inspire, Coralie et Jolan, comme auteur ou comme autrice, et pourquoi? En fait, commençons avec Coralie. Est-ce que un auteur ou une autrice qui t'inspire?
Je sais pas si je suis vraiment inspirée par des auteurs ou autrices réellement. Je suis plus genre, je lis, je veux dire, genre, quand je lis des livres, parce que moi, je suis une très, très grande lectrice, je passe ma vie à lire Ouais. quand je suis pas en train d'écrire, Ouais. c'est-à-dire, euh, puis moi, ce que je fais, c'est que je lis un livre, puis dès qu'il y a un truc dans un livre que je trouve qui est bien écrit, je fais juste m'en inspirer, puis OK. le, ça m'aide à Ça mieux t'aide à écrire. Je sais écrire pas si après. C'est ça? Ben oui. Alors, c'est tu ça. t'inspires Fait que du je sais pas style. si ouais, c'est ça. Je m'inspire beaucoup plus du style d'un auteur ou du style d'un livre que de vraiment un auteur en particulier ou quelque D'accord. chose. C'est parfait. Et toi, Jolan? Moi, l'écrivain que j'aime beaucoup la plume, c'est Michael Archambault. Oui. C'est un écrivain de romans policiers humoristiques. Et son premier livre que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça parlait de ma passion, un sport que je pratique, c'est le tennis. Ah. Et ça m'a beaucoup touché comme livre parce qu'en plus je me voyais, c'est un livre que j'aimais, puis j'ai beaucoup aimé, puis après j'ai lu les autres livres, puis c'est toujours très bien. Là, C'est intéressant quand on découvre un auteur comme ça, puis qu'on découvre après tout ce qu'il a écrit, on est porté à aller lire cet auteur-là parce qu'il nous a accrochés. Dans ce cas-là, toi, tu t'étais identifié à cause du sport. Diane, on va revenir vers vous. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Pour la 16e édition du concours qui va être ouvert aux jeunes de 6 à 17 ans, le thème proposé, c'est écrire, c'est cultiver un jardin de mots. S'il y a des enseignants, des parents ou des jeunes auteurs, des jeunes autrices à l'écoute, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'informer ou s'inscrire? Consulter notre site web, évidemment. Alors, c'est rljso.com et ils peuvent évidemment communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Ça, il n'y a pas de problème, mais il y a plein d'informations sur notre site web. Oui, il est très bien fait. Pardon? Il est très bien fait, votre site web, effectivement. Oui, merci. On l'a refait faire l'année passée là, parce que c'était plutôt artisanal avant, mais c'était sympathique, mais artisanal. mais oui, mais il y a beaucoup d'informations là qui peuvent être trouvées sur notre site web. Et les gens peuvent s'inscrire jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la dernière minute, en fait, là, mais c'est vraiment pas conseillé. En fait, la dernière minute, la date limite pour remettre son manuscrit, sa version finale, c'est le 1er mars. Malheureusement, il y en a qui attendent à la dernière minute. Il fut un temps où on pouvait accueillir seulement 60 participants. Alors, il y a eu une année, il y a 2 ans, je pense qu'on en a refusé à peu près 25, quelque chose comme ça. Ça nous désolait vraiment beaucoup. Et on n'avait pas de place pour les accueillir physiquement là, au Salon du Livre. Maintenant, on a un espace beaucoup plus vaste, alors c'est moins un problème, mais il reste qu'il y a un problème possiblement de ressources humaines. Là. Alors, on peut pas accueillir un nombre, une centaine de participants. Je pense pas que ce soit possible. Là. On va voir. Mais faut vraiment s'inscrire le plus tôt possible. Et même si le livre est pas très avancé, même s'il est pas commencé parce que on envoie régulièrement des courriels d'information pour tenir les gens qui sont inscrits concernant le suivi du concours et aussi on va aussi offrir du coaching par Zoom à des petits groupes cet automne et dans le temps des fêtes. Alors si les jeunes veulent participer, les participants qui sont inscrits peuvent s'inscrire à ce coaching là, d'accompagnement plus personnalisé, plus en direct. Et tout à fait adéquat. Et donc, on retient que le prochain Salon du Livre sera le 28 septembre 2024. Et je répète l'adresse, donc, pour s'inscrire, www.rljso.com. Je vous remercie tous les trois d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je vous souhaite la santé d'abord, surtout, et le plaisir de lire et d'écrire encore, Coralie et Jolan, au grand plaisir et au plaisir de vous lire. Merci. 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 La chronique de Marie Barguirdian. Bonjour, Marie Barguirdian.
Bonjour Marie Lalande. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, Marie, vous nous faites réfléchir en abordant un sujet délicat et controversé. Vous nous parlez de censure dans la littérature jeunesse. On vous écoute, chère Marie. Eh oui, ça n'a pas de sens, la censure. Non. Voilà que tout récemment, Marie, j'ai lu un article dans le journal Le Devoir qui rappelle un peu l'histoire de la censure exercée par le clergé dans les bibliothèques. Bon, on le sait, les bibliothécaires d'autrefois pensaient la censure et l'appliquaient dans leur travail. Les collections de livres étaient contrôlées par le clergé ultramontain et l'élite conservatrice. Bon, nous sommes en 2023. Oui. Et voilà que revient un vent de censure qui n'est peut-être pas si étonnant que cela. Nous vivons dans une société, notamment au Québec, je trouve, où l'on casse un certain nombre de codes, où l'on invite à l'inclusion, à moins de violence. Et comme toujours, quand le balancier part d'un côté, hop, certaines personnes réagissent par peur, sans doute, et se placent du côté d'une morale bien pensante. Quoi ? Un drag queen va lire aux enfants. Quoi ? Il est dit la grosse Martine dans le livre, l'album Cassandre, un album si important qui évoque l'amitié. Alors, on ne peut voir que cela dans l'album si on veut, hein, mais alors on perdra totalement de vue le sens de l'histoire. Censurer, ça veut dire décider du bien ou du mal, du bon, du mauvais. Mais qui décide de ce qui est bien et mal pour chacun, me direz-vous ? Ah, on ne veut choquer personne et l'on croit que c'est en appliquant certaines règles de morale que les gens seront apaisés, protégés peut-être. Et le pire, c'est que cela arrive surtout en littérature jeunesse, car il faut, et j'ironise bien sûr, apprendre aux enfants à bien penser. Ben oui. C'est très fort chez nos voisins du Sud, vous le savez, dans les bibliothèques publiques et scolaires. C'est incroyable. Selon une enquête de PEN America, aux États-Unis, entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, exemple, près de 1600 livres ont été la cible d'interdiction dans 86 districts scolaires, à peu près 2900 écoles. C'est fou. Des livres comme Champ de bataille, alors que le livre, dans sa subversion, devrait au contraire nous amener à réfléchir et à ouvrir nos points de vue. Ouais. Et oui, on aurait pu penser qu'en avançant dans le temps, hommes et femmes s'exercent un peu plus de liberté, plus de dialogue, de compréhension. Mais non, on referme, on se referme, on remet des clôtures pour éviter que de mauvaises idées se propagent. Quelles mauvaises idées ? Nudité, sexualité, évidemment, tout ce qui concerne la communauté LGBTQ, la violence. La religion. Oh mon Dieu, la religion. Ben oui. Mais oui, mon Dieu, effaçons tout cela et cachons aussi le passé pour une littérature plus lisse. Ouais. Par exemple, les États conservateurs américains s'attaquent de façon beaucoup plus frontale aux livres traitant de sujets allant du racisme à l'identité de genre, de peur que les enfants blancs d'aujourd'hui vivent mal de se sentir comme oppresseurs. Voyons. Mais pense-t-on vraiment qu'on les protège en effaçant ou en gommant le passé ? La solution ne serait-elle pas plutôt d'éduquer ? Je suis sûre que c'est un gros oui, Marie, que Ben vous oui, répondez, de ma part, bien oui, sûr. définitivement. J'ai eu personnellement affaire, moi, à des bien-pensants alors que j'étais en déplacement en Colombie-Britannique avec une autrice qui présentait ses romans et malheur de malheur, elle a prononcé le mot indien qui est sorti de sa bouche. La bibliothécaire ne savait plus où se mettre, aurait préféré qu'on passe à autre chose, mais nous avons préféré continuer et expliquer aux enfants. Quelques années plus tard, c'est intéressant, mon travail m'a permis de rencontrer la poétesse Innu Joséphine Bacon. Et elle m'a raconté ceci avec un grand sourire aux lèvres en évoquant le mot indien. Je lui demandais si c'était un mot choquant pour elle. Alors, lorsqu'elle était petite, dans le pensionnat où elle avait été envoyée, lorsqu'il faisait très très mauvais temps, on leur passait des westerns américains. Il lui a fallu des années avant de comprendre que ces Indiens qu'elle voyait pouvaient être des peuples autochtones auxquels elle-même pouvait s'identifier. Ah oui. Jamais elle n'a pensé ni fait le lien qu'elle faisait partie de ces Indiens, qui souvent en plus c'est des Indiens des plaines, donc qui ne lui ressemblent pas. Mais donc le mot indien pour elle, c'est un peu un mot folklorique, elle n'en est pas tant choquée que ça. Et évidemment, il a été employé par les Blancs et il est le reflet d'une histoire qui est en train d'être largement revue. Ce mot est donc le reflet d'une méconnaissance des Occidentaux, mais aussi un témoin d'un point de vue de l'histoire. Tout ça pour dire que la censure apporte la notion de point de vue. Mais lequel ? Faut-il à tout prix conditionner la pensée des enfants pour qu'ils apprennent à être inclusifs, non racistes, non violents ? Est-ce que c'est sain d'effacer de nos mémoires toute trace du passé ? Parce qu'en faisant cela, on nie le chemin parcouru, on nie nos origines avec les bons et les mauvais coups qui ont pu être faits. Or, pour avancer, il faut travailler avec le passé, apprendre et comprendre d'où l'on vient. J'ajoute aussi que, bien souvent,
on censure des livres en détournant des passages de leur contexte et de leur sens. Comme cet album de Kitty Quather, mon ami Jim, qu'une association catholique avait dénoncé parce qu'il poussait à l'homosexualité. Mais c'est juste une rencontre entre deux oiseaux, une mouette et un merle, donc un blanc, un noir, qui se découvrent et se racontent des histoires dans leur lit le soir avant de se coucher. Tout le village autour écoute. Alors non, on a choisi de mettre l'emphase sur les deux amis dans le lit, juste pour évoquer cette influence à l'homosexualité. C'est possible. C'est ridicule. Voilà. Peut-on imaginer des romans pour adolescents où il n'y aurait jamais de sexualité, de drogue, de violence? Bien sûr qu'il y en a. Pas dans tous les romans, bien sûr, mais comme l'a si bien dit Melvin Burgess, l'auteur très explicite Junk, je souhaite que la première fois que mes enfants entendent parler de la drogue, ce ne soit pas le jour où on leur en propose. Non, j'adore cette phrase. Oui, c'est bon. Éducation, c'est le mot d'ordre. Le problème, c'est aussi que les auteurs et autrices en font les frais. Un auteur blanc est-il illégitime s'il prend un personnage hindou comme héros principal ou un personnage trans alors qu'il ne l'est pas? Depuis que nous sommes petits, nous sommes tous ça, héroïnes, pirates, garçons, filles, blancs, noirs, jaunes, nous sommes tous là. Le plus important, n'est-il pas le sujet au cœur d'un livre, ce que vit le personnage, la façon dont on comprend les émotions? Marie-Aude Murail, l'autrice, dit « Quand j'écris, je vais être aussi libre qu'un enfant qui joue ». Alors laissons à Roald Dahl les métaphores exagérées, ces adjectifs grotesques et colorés, c'est son style à Roald Dahl. Si on efface ces aspects qui le caractérisent, on raconte des mensonges. Pire, on invisibilise les discriminations dont les femmes ont fait et font toujours l'objet. On invisibilise celui ou celle qui est rejeté par le racisme. Or, un bon nombre d'enfants n'ont pas des vies faciles. Leur donner accès à une littérature qui fait écho aux injustices qu'eux-mêmes vivent, c'est leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Enfin, considérer qu'il ne faut pas laisser les enfants lire certains contenus, c'est aussi faire preuve d'un mépris envers leur intelligence. C'est considérer qu'ils sont incapables de faire la part des choses et les priver de l'outil même qui leur permettra de construire leur esprit critique. Alors voilà, dans un futur, comment imaginer un monde où les livres auraient été expurgés d'un certain nombre de choses, des récits insipides et lisses, soi-disant bienveillants, interdisant les pensées les plus complexes, des livres dépourvus de toute ironie, de second degré, d'humour noir, sous prétexte que ça choque certains. La littérature est et doit rester subversive. Elle évolue avec notre société et reflète notre temps, bien sûr. C'est pour ça qu'il est absurde d'effacer ce qui vient du passé. Je terminerai avec une phrase de Stéphane Baillargeon. Les livres sont le signe de l'identité culturelle, de ce à quoi une collectivité s'identifie. Ils se retrouvent donc au centre des luttes d'identité et de mémoire. C'est pour ça qu'ils sont les enjeux de bataille. Oh, merci Marie pour la réflexion. On mettra donc sur le site de l'émission les liens vers les titres que vous avez mentionnés et on vous retrouve, nous, dans quelques semaines. À la prochaine. Merci Marie. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je sois l'autrice Sarah Degonse. On écoute une nouvelle chronique littéraire, Raconte-moi une histoire, et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue en deuxième partie d'Imagez-moi à voix haute. Je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est une sensation de bonheur. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Alors aujourd'hui, on reçoit Sarah Degonse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. Sarah, si vous voulez, on va prendre quelques minutes pour, pas quelques minutes, mais un petit peu de temps pour vous présenter aux auditeurs. Vous êtes née en France. Vous y avez fait une partie de vos études. Vous avez obtenu une licence en information et communication de l'Université Avignon-Vaucluse, une licence en cinéma de l'Université Provence-Marseille et une maîtrise en communication audiovisuelle de l'Université de Barcelone. Moi, juste dire ça, là, ça m'impressionne. Ça me fait voyager. Vous travaillez dans le milieu de l'édition, des communications et de la production depuis 2007. Vous avez occupé un poste de responsable marketing pour les éditions de La Bagnole et vous êtes maintenant chez Héritage à titre de stratège marketing et vous y faites donc la promotion de Dominique et compagnie, Héritage Jeunesse, Frisson et Enquête.
Vous êtes maman de 2 petites filles et vous vous définissez vous-même comme autonome, créative, polyvalente, organisée et consciencieuse. J'aime beaucoup ça. Vous écrivez aussi, d'abord comme collaboratrice blogueuse dans Page par Page et TPL Moms, et vous êtes également autrice jeunesse. Vous avez publié les 3 tomes de la série fantastique Ania chez Fides et l'album Les Ballons d'eau, une histoire hypersensible aux éditions de La Bagnole. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire vous-même, parce que vous êtes dans le milieu de l'édition? L'écriture est arrivée très tardivement dans ma vie. J'ai toujours aimé écrire. Ça, comme beaucoup de gens, je tenais un journal intime. Ça permettait aussi pour moi, qui vis beaucoup dans les émotions, de les transcrire sur papier, de les vivre autrement. Mais écrire des histoires pour les autres, c'est arrivé très tardivement. En fait, il y a quelques années, j'ai voulu offrir à mon neveu, Laurence, qui est le nom du protagoniste dans Ania, une histoire dont il était le héros pour l'encourager à développer le goût de la lecture. Il débutait un petit peu la lecture, il avait 7-8 ans. Et je lui ai écrit une histoire avec tout ce qui gravitait autour de lui. Donc son sport préféré, le nom de ses amis, de sa famille. Je lui ai écrit cette histoire qui, à l'époque, s'appelait Dragonia. Ça devait rester juste entre lui et moi, cette petite histoire-là. Je lui ai fait imprimer comme un vrai livre. C'est moi qui ai dessiné l'image de couverture. C'était pas si beau que les Ania maintenant. Et je lui ai envoyé pour son anniversaire. Un beau cadeau. Oui, sauf que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions suite à ça de mes proches. Et on m'a dit « Ah, mais ton histoire est bonne, tu devrais peut-être faire quelque chose avec ça. » Puis moi qui travaille dans le milieu du livre, je me dis « Bah non, les auteurs, c'est pas moi, c'est les autres. » Et on a toujours du mal un petit peu à se positionner comme auteur, surtout quand on est dans le milieu du livre. Pour moi, c'était je faisais la promotion des livres des autres. Et je me voyais pas moi-même autrice, peut-être un peu un syndrome de l'imposteur. Et ça m'a pris plusieurs années. Ça trottait dans ma tête, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Donc j'ai réécrit mon histoire, je me suis remise à ma table de travail. Et non pas seulement pour Laurence cette fois, mais non, pour qu'il soit lu. Exactement. Je me suis dit, si les gens autour de moi m'encouragent à travers ça, je vais essayer. Donc j'ai retravaillé mon histoire, je l'ai envoyée à plein de maisons d'édition au Québec, et 15 jours après, j'ai eu une réponse de Fides qui me publiait. Ça a été le plus beau des cadeaux, et en fait, mon aventure dans l'écriture est partie comme ça, d'un gros hasard. Un beau hasard. D'un beau hasard, mais je prétendais pas vouloir devenir autrice petite ou c'est venu vraiment d'un cadeau que je voulais faire à mon neveu et c'est devenu, je le remercierai jamais assez parce que maintenant j'ai pris la piqûre de l'écriture, la passion pour ça et je veux faire ça toute ma vie. Oui, mais on le souhaite. J'aimerais qu'on va parler de cette trilogie Ania, 3 tomes donc. La montagne d'ébène, paru en 2021, La pierre d'Oxac, paru en 2022, et Le clan des dragons, paru cette année, en 2023. Ça s'adresse aux lecteurs-lectrices, on va dire, du 3e cycle, du primaire, 9-12 ans. C'est la clientèle. Oui, après, c'est vraiment 9-12 ans, mais j'ai des lecteurs de 8 ans, comme j'en ai de 13-14 ans. Ça dépend du niveau de lecture et de l'intérêt. Effectivement. Vous l'avez dit, le personnage principal s'appelle Laurence. Il va s'entraîner au basket une semaine au camp des dragons. Et en suivant la piste dessinée par ses rêves et Gustave, le chat du camp, il va découvrir que les légendes sont parfois bien réelles quand il va être projeté dans un autre monde, Ania, où son arrivée est vue comme une grande chance pour les habitants qui courent un grave danger. Alors, il y a des obstacles, des aventures, une quête avec la courageuse dragonne Kayla. Donc, c'est une histoire captivante qui se poursuit sur 3 tomes et c'est né, donc, avec Laurence. C'est né de cette histoire. L'inspiration est partie d'une histoire que vous avez voulu écrire pour ce parent dans la famille. Exactement, pour mon neveu. Absolument. Puis, initialement, j'étais pas partie pour faire 3 tomes, mais c'est parti sur ça. J'ai commencé à écrire Ania tome 1, puis moi, mon histoire se terminait, puis mon éditeur a dit « Ah, on pourrait en faire un tome 2, un tome 3. » OK. Et donc, l'histoire a grandi en même temps que moi, finalement. Et j'ai créé tout cet univers-là et je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc, c'est intéressant, toute la planification n'était pas toute faite derrière. Du tout, ça a été vraiment de l'improvisation, mais de la belle improvisation, vraiment. Oui. Vraiment, puis je suis devenue autrice grâce à cette trilogie-là et j'ai grandi, j'ai appris à devenir autrice grâce à cette trilogie. Et l'histoire, on le voit, je pense, au fil des tomes, se construit autrement parce que j'ai appris aussi, moi,
à écrire, parce que même si on a cette passion, on a ce désir, on peut apprendre à écrire aussi. C'est un peu le métier d'éditeur. Le métier d'éditeur, c'est ça, il nous aide aussi dans notre écriture. Et j'ai une éditrice, une directrice littéraire absolument fantastique qui m'a vraiment accompagnée dans l'écriture de ces 3 livres. Non, c'est bon. Et on l'a mentionné tout à l'heure, vous êtes maman de 2 petites filles. Est-ce que le fait de devenir parent, ça a changé votre rapport à la littérature jeunesse? C'est sûr. En quoi? Quand on devient parent, c'est sûr qu'on consomme, et je mets des guillemets à ça, on consomme du livre beaucoup plus. Et je vous dirais qu'il y a 2 choses qui ont changé. Il y a le fait de devenir mère et le fait de travailler en littérature jeunesse, qui ont vraiment changé mon rapport à la lecture et à la littérature. En devenant maman, c'est sûr qu'on s'intéresse davantage à la littérature jeunesse. On n'en achète pas vraiment pour soi avant ça. Et on découvre la pluralité. Je ris parce que moi, j'en achète pour moi. Mais moi, c'est pareil. Maintenant, j'en achète pour moi. Et puis, je fais croire à mes enfants que c'est pour eux. Mais en fait, non, c'est clairement pour moi. Mais c'est vrai qu'on découvre tout le panel et la diversité, particulièrement ici au Québec. On a une merveilleuse diversité de littérature jeunesse. Et on s'amuse un petit peu, même nous, en tant que parents, à aller chercher des livres qu'on aimerait lire, parce qu'il ne faut pas se leurrer le soir. Quand on doit lire 1, 2, 3 ou 4 livres, on a envie d'avoir de l'intérêt en tant que parent à les lire aussi. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a un rapport différent. Puis, le fait de travailler en littérature jeunesse et d'être consciente de tout ce qui se passe derrière le livre, je pense que je consomme, encore une fois, je mets des guillemets, les livres jeunesse autrement, parce que j'essaye d'être plus éthique dans mes achats, d'être plus consciente aussi des sujets, de la maison d'édition, des auteurs, des illustrateurs. Donc, c'est certain. C'est tout un monde derrière. C'est tout un monde derrière un livre. Les gens ne sont pas toujours au courant du nombre de personnes qui gravitent derrière un livre, mais il y a énormément de personnes qui œuvrent à la fabrication, à l'écriture. Et qui travaillent très fort. Oui, vraiment fort. Parlons de Les ballons d'eau, une histoire hyper sensible. L'album est illustré magnifiquement par Élodie Duhamel. C'est paru à La Bagnole en 2022. Elle vient d'où, cette image des ballons? Et c'est quoi le lien avec l'hypersensibilité? Alors moi, il faut savoir que je suis une grande hypersensible. Vous-même? Voilà, je le suis moi-même. Puis ma fille aînée l'est aussi, Charlie, qui est la protagoniste du livre. J'ai toujours eu du mal à expliquer aux autres personnes qui ne sont pas hypersensibles ce qu'on ressent quand on est hypersensible. Pour moi, je leur disais, c'est comme des ballons. C'est-à-dire que moi, quand je vis une émotion qui est un peu lourde, un peu forte, c'est comme un ballon qui reste à terre, accroché à ma jambe, puis qui n'arrive pas à s'envoler. Donc l'image des ballons, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que je l'expliquais aux gens. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire parce que je trouvais pas le livre sur l'hypersensibilité pour enfants. Et je voulais en acheter un pour ma fille. Et je voyais le sujet était très peu abordé pour les enfants. Il y en avait pour les adultes, mais pas pour les enfants. Donc, j'ai décidé de la faire, cette histoire-là. Et je me suis rendu compte, vu le succès du livre, qu'il y avait un réel besoin. Et j'ai reçu énormément de messages de parents qui me disaient que soit ils se sont reconnus à travers le livre, soit leur enfant s'est reconnu à travers le livre. Et s'il y a un message que je voulais passer avec ce livre-là, c'était véritablement de montrer qu'on n'est pas seul, parce que souvent, on se sent seul. Quand on a une différence, on se sent seul, on se sent pas compris. L'hypersensibilité, c'est un beau cadeau, selon moi. Parfois, c'est un beau défi aussi. Mais je voulais vraiment que les enfants ne se sentent pas seuls, ne se sentent compris et et qui voient à travers ce personnage-là de ma fille, qui est une sorte de référence pour eux, de dire « Ok, je suis pas tout seul à ressentir ces grosses émotions-là, ces montagnes russes d'émotions, parce que c'est vraiment comme ça qu'on les vit. » Qui nous élève quand le ballon est rempli d'air. Exactement. Mais qui nous tire vers le bas quand le ballon est rempli d'eau. C'est une belle image, vraiment. Je pense que pour les enfants, c'est plus facile à comprendre qu'une émotion, c'est comme un ballon. Par exemple, le ballon colère, là, ton ballon, il commence à gonfler, puis on veut pas qu'il explose, ton ballon colère. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre un peu plus petit, ton ballon colère? C'est très, très efficace. En tout cas, moi, ça m'a touchée vraiment beaucoup. On en a parlé tout à l'heure, vous écrivez, mais vous portez aussi d'autres chapeaux dans le monde de la littérature jeunesse, de l'édition, du marketing. C'est une question de personnes actives, là. Comment vous répartissez votre temps? Est-ce que vous arrivez à atteindre un certain équilibre entre la création, l'écriture et vos autres tâches? C'est une question qui revient souvent. C'est vrai que moi, j'ai un travail à temps plein, j'ai 2 enfants, j'ai une vie à côté aussi, puis j'écris. Mais je vous dirais que quand on fait quelque chose qui nous passionne comme l'écriture et on trouve du temps pour ça. Alors moi, j'écris le soir quand mes enfants sont couchés. OK. C'est le seul moment que j'ai finalement pour écrire au calme. Parce que le week-end, moi, évidemment, on peut pas, on a les enfants, etc. La semaine, je travaille. Donc, j'écris le soir, puis c'est un moment que je chéris énormément. C'est un moment qui est juste pour moi. Je suis dans ma bulle et
Et non, c'est un moment précieux, parfait ça. pour moi. Ah, c'est Vraiment. bon. Et qu'est-ce qu'on pourra lire, justement, de Sarah de Gonse prochainement? Alors, de Sarah de Gonse, vous allez pouvoir lire un prochain album qui va apparaître, à mon avis, en 2025. On est en finalisation, un album sur l'anxiété de séparation pour les enfants. Oui. Et je suis en train d'écrire mon premier roman jeune adulte qui paraîtra chez Grund de Québec l'automne prochain. Un roman, je pense, très dans l'air du temps. J'en dirai pas plus pour le moment, mais c'est ça, un roman pour les plus vieux, pour les 15 ans et plus. Ah, donc une autre clientèle. Une autre clientèle, absolument. C'est un nouveau défi pour moi. C'est bon, ça. Si on vous en donnait le pouvoir, Sarah, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Définitivement, la diversité dans les albums et dans les romans. Je trouve qu'on manque de diversité, ou quand on en parle, c'est le sujet du livre. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir de la diversité, qu'elle soit normalisée dans les albums, qu'on voit les petits amis, les petits qui viennent de tout horizon, qui peuvent avoir peut-être même des handicaps, des lunettes, qui soient grands, qui soient... On arrête de parler de diversité différence, corporelle. en fait. C'est plus des différences. Mais sans que ça en soit le sujet forcément du livre, parce que je pense que si on arrive à normaliser les différences, je pense que le monde s'en porterait peut-être un petit peu mieux. Donc, je pense que ça manque de diversité. Ouais, je suis bien d'accord. Sarah, c'est la tradition à Images et mots, à voix haute. On invite les invités à proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? J'en ai 1000 de suggestions, c'est le problème. J'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Oui, mais oui, si je dois vraiment choisir un, mon dernier coup de cœur, ça a été Orbi, dessine-moi un Billy Bouton. De Frédéric Wolff, dessiné évidemment par Orbi, chez Fonfon. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est de l'humour absurde et j'adhère complètement à l'humour absurde. Encore une fois, moi aussi, je cherche le plaisir dans la lecture pour mes enfants, dans les livres jeunesse. Celui-ci, je pourrais le lire en boucle tous les soirs. Il me fait hurler de rire. Oui, hein? Vraiment. Est-ce qu'il fait rire aussi vos enfants? Oui. Mais pour moi, c'est un livre... C'est hilarant. Ah, c'est hilarant. Puis c'est hyper bien dessiné. Le clin d'œil à Élise Gravel. Ah, mon Dieu, à la fin. Mais là, on vend le punch. Alors, retirez. On va couper ça au montage. Non, on ne pourra pas ça. Parce que de toute façon, c'est trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Ah, je vous remercie pour la suggestion. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Je rappelle que les auditeurs pourront aussi retrouver cette suggestion sur le site de l'émission et le lien vers les titres de vos livres qu'on a mentionnés. Merci à vous, Sarah de Gonse. Merci à vous. Pour cette rencontre. Merci pour votre sensibilité, pour votre empathie, pour cette force que vous avez et les mots que vous publiez. C'est votre super pouvoir. Oh, merci. Merci, au revoir. Au revoir. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir l'univers de Pef et de La Belle l'Espoir du Prince de Mots-Tordus, publié chez Gallimard Jeunesse. Un classique. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Habiter un chapeau et jouer aux tartes dans la salade d'Angers. Regarder un troupeau de boutons dans le pré où tomber la salade. À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles, et je vais vous soigner dans mon école publique, gratuite et obligatoire. Vous avez sans doute reconnu le grand, l'incomparable Pef et son prince de Mots-Tordus. Un prince en jean et en basket avec un vieux rideau comme cape dont La Belle l'Espoir est devenu un classique. Je suis le prince de Mots-Tordus. J'habite tout seul dans un grand chapeau sur lequel le dimanche flottent de magnifiques crapauds bleu, blanc, rouge. Ce prince est aussi l'ami des enfants qui butent sur les mots dans leur première lecture et que Pef rallie à sa cause. Et si vos erreurs étaient des atouts, une chance, une évasion merveilleuse dans l'imaginaire. Dans ses souvenirs, Pef se rappelle clairement le moment où il a compris que les mots qu'il entendait n'étaient pas forcément ceux qu'il avait compris. Ces mots ont pris du sens quand il les a vus écrits. Ainsi, il se plaît à raconter que lorsque sa mère, qui était institutrice, criait « Le portail est ouvert !» le portail de l'école, il entendait et comprenait « Le portail est ouvert !» de la couleur verte.
C'est en jouant sur l'écriture phonétique soutenue par les illustrations que l'histoire du prince de mots tordus réjouit les enfants, et particulièrement ceux qui commencent à lire. Il tord les mots, il fait du langage un jeu libre. Ce monde dans lequel, enfant, tout est nouveau, on peut choisir de le faire exister comme on veut dans nos têtes. Oui, il tord les mots et aussi l'imaginaire, car les plus jeunes s'amusent à entendre et à faire exister dans leur tête une poule de neige au lieu de boule de neige. Et ça les rassure aussi quand, un peu plus grands, ils vont avoir la fierté de corriger le sens des mots dans leur tête et de montrer leur compréhension de l'histoire. Dans un univers loufoque où jeux de langage et d'images s'entremêlent dans une joyeuse et stimulante dérision, le prince de mots tordus est ce qu'on appellerait un anti-héros salvateur à tous les enfants confrontés au laborieux apprentissage de la langue. Une seule lettre vous trahit et on ne vous comprend plus. Chez PEF, le lien écriture et dessin est naturel. J'aime bien dessiner comme j'écris car écrire, c'est déjà dessiner, dit-il. La possibilité de jouer avec le langage, donc sur l'image mentale, débride l'imagination et rend notre langue vivante. À un stade où les enfants ne maîtrisent pas totalement le langage, PEF leur offre cet échappatoire. Et n'oublions pas que le prince de mots tordus a évolué puisqu'il se marie et qu'il a 2 enfants, Marie-Parlotte et Nid de Koala. Ainsi, PEF a décliné une série d'histoires autour de son prince. Alors partez en râteau à voile avec les histoires du prince de mots tordus que PEF a inventé pour vous. Un régal publié chez Gallimard Jeunesse, une déclaration d'amour au langage. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, Art Stramgram. Allô, je m'appelle Jenna, j'ai 7 ans, je sais maintenant comment écrire des histoires réalistes. Il faut penser à une idée que ça peut arriver dans la vie. On écrit des phrases, on fait ce qu'on a besoin d'écrire et si tu fais un livre avec 5 pages, à la deuxième page de l'histoire, il faut que ça arrive une aventure. Les actuels littéraires. Encore des idées de lecture et des sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 19 novembre, à Marie raconte, je lis Le temps des cerises d'Agnès de l'Estrade et Valéria Docampo des éditions Alice Jeunesse. Après le passage d'un cyclone, le pays de Nîmes a perdu ses couleurs et du jour au lendemain, tout est devenu gris. Une douce histoire tout en poésie et en nuances sur la complicité entre une grand-mère et sa petite-fille et l'espoir d'un avenir plein de vie et de couleurs. On en écoute un extrait. Nîmes demande « Mamé, parle-moi du rouge et du goût qu'il avait. » Mamé lève la main droite et parle de ses souvenirs. « Le rouge, ma chérie, c'était la couleur des fraises, bien sucrées, et aussi des cerises qu'on suspendait à nos oreilles, et des framboises pour les gâteaux, et des tomates pour les salades. » Je vous rappelle qu'en allant sur le site de Marie raconte, vous pouvez écouter l'histoire lue et racontée au moment qui vous convient pendant 2 semaines après la première diffusion. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 7 ans. J'aime lire des histoires de fiction réaliste parce que je peux apprendre des nouveaux mots, des nouvelles choses et aussi je peux apprendre des nouveaux mots comme mathématiques. Du 16 au 19 novembre se tient la 12e édition du Salon du livre des Premières Nations, le seul événement du genre au Canada. Les activités auront lieu à divers emplacements à Québec. Une vingtaine d'auteurs autochtones prendront part aux différentes activités, dont Soleil Launière, Michel Jean, Norma Donning, David Alexander Robertson, Georges Pissi-Maupeau
Émilie Monet et plusieurs autres. Le communiqué de presse et la programmation sont maintenant disponibles. Le lien est sur le site pour plus d'infos. Toujours du 16 au 19 novembre, dans le cadre du Salon du Livre des Premières Nations et en collaboration avec l'organisme Kwaiya Tonk, la Bibliothèque de Québec présente les 13 lunes d'Okia pour les enfants de 6 ans et plus et les familles. Avec un soupçon de sagesse et une bonne dose de merveilleux, Yolande Okia-Picard plonge les enfants dans l'univers fabuleux de la mythologie des premiers peuples, dont celle de sa propre nation, les Wendat. Elle les amène à réfléchir sur les valeurs que nous mettons de l'avant et les gestes que nous posons au quotidien relativement à notre environnement. C'est dans les 7 bibliothèques municipales participantes. Pour plus d'infos sur les dates, heures et emplacements, voir sur notre site. Du 22 au 26 novembre aura lieu la 46e édition du Salon du Livre de Montréal. C'est au Palais des Congrès. En prime, du 16 au 26 novembre ont lieu diverses activités du salon dans la ville et du salon en ligne. Donc, du 22 au 26, revenons-y, soulignons des partenariats intéressants et une table ronde en particulier parmi plein d'autres activités intéressantes. D'abord, ma petite cabane avec Petit Bonheur. Dans un espace spécialement aménagé pour les enfants de 0 à 6 ans, Petit Bonheur sera de retour au Salon du Livre de Montréal pour offrir aux tout-petits des matinées littéraires et artistiques tout en douceur. Ce projet vise à créer une expérience positive tout en facilitant l'accès à la lecture pour les petits. Autour de ma petite cabane, les familles et les tout-petits seront invités à participer à des ateliers animés par des autrices. Pour la première fois au Salon, Illustration Québec présentera un mur des illustrateurs et illustratrices où, s'inspirant du renommé mur des illustrateurs de la Foire du Livre Jeunesse de Bologne, les illustrateurs et illustratrices seront invités à afficher leurs œuvres pour témoigner de la vitalité de l'illustration québécoise. Il y aura une table ronde, il y en aura plusieurs, mais notamment celle-ci animée par Marie Fradette le 24 novembre à 10h45 à propos de l'album québécois et de son anthologie qui vient de paraître, qui s'appelle « Sur les traces de l'album québécois » chez Comme des Géants. Et Sophie Gagnon, alias Sophie Lee, passera tout le salon dans la zone Espace Ado Limois Montréal, où elle récoltera les coups de cœur des ados, elle leur suggérera des livres et elle supervisera la zone BookTok. Mentionnons également les matinées pyjama du samedi et du dimanche, où on invite les enfants et les grands à venir au salon en pyjama. J'aimerais dire toutes mes félicitations aux auteurs et autrices qui se retrouvaient comme finalistes au prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Sur le site de l'émission, vous trouverez le lien vers Communication Jeunesse et le nom du titre lauréat annoncé le 6 novembre, donc quelques jours après qu'on enregistre l'émission d'aujourd'hui. Félicitations également aux finalistes pour les prix littéraires du gouverneur général 2023, particulièrement dans les catégories littérature jeunesse, texte et livres illustrés. Les titres lauréats, annoncés le 8 novembre, sont sur le site de l'émission. Sur le site, je mentionne également les titres et auteurs qui se retrouvent comme finalistes au prix de la Forêt de la lecture. Ça, c'est le plus vaste programme de lecture récréative du Canada. Tous les Canadiens sont invités à y participer par leur bibliothèque publique locale, leur bibliothèque scolaire ou à titre individuel. Les lauréats seront annoncés en mai 2024. 3 catégories proposent des titres en français, dont plusieurs publiés au Québec. Vous comprendrez que je ne les nomme pas tous ici, mais vous pourrez tous les trouver sur le site de l'émission. Il y a 10 titres dans la catégorie du prix Peuplier. Ça, ce sont des albums en français pour les plus jeunes. 10 titres dans la catégorie du prix Mélèze, donc de courts romans et des albums avancés, des documentaires et des BD en français. Et finalement, 10 titres dans la catégorie du prix Tamarack. On parle ici de romans, des albums pour plus vieux, des documentaires et des BD en français toujours. En terminant,
des nouvelles parutions en lien avec les Premières Nations, dont c'est le Salon du Livre du 16 au 19 novembre. On en a parlé tout à l'heure. Donc d'abord, Mishomis raconte les traités « Tant que les rivières couleront » par Amy Kraft, autrice métisse Anishinaabe. Les illustrations sont de Luke Simpson et c'est publié aux éditions des Plaines. Il y a aussi Le Faiseur de nuages par Damien Deville. Les illustrations sont de Magali Atiogbe. C'est adapté du roman L'homme qui arrêta le désert de Yakuba Sawadogo, publié chez Grund. Et finalement, Niche, tome 3, L'été de tous les possibles par Isabelle Picard, aux éditions Les Malins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, Diane Lapointe, présidente du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, et les 2 lauréats Ours d'or du concours, Coralie Lévesque et Jolan Massé. Marie Barguirgian pour sa chronique, l'autrice Sarah Degonze, Mathilde Routy et Marie Barguirgian à nouveau pour la chronique Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.